Un millionnaire veuf de 70 ans est victime d'une crise cardiaque alors qu'il achète des cadeaux coûteux pour ses 3 enfants adultes dans un centre commercial de luxe. Lorsque l'infirmière appelle pour leur annoncer que leur père est hospitalisé et seul, la réponse du premier fils est cruelle. Est-il en vie? Alors il peut attendre. Le millionnaire entend tout et est dévasté. Le soir du Nouvel An, alors que ses enfants font la fête sur son yacht en utilisant ses cartes de crédit, une fillette de 7 ans, la fille de la femme de ménage, s'approche de lui à l'hôpital et lui demande pourquoi il est si triste. Quand elle découvre qu'il passera le réveillon seul, la petite fille est choquée et lui dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Le lendemain, il prend une décision qui va tout changer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Edward Morgan arpentait les couloirs du centre commercial de luxe à pas mesurés, ses mains agrippant fermement les anses des sacs de marque contenant les cadeaux les plus chers qu'il ait jamais achetés. À 70 ans, ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés et son costume italien impeccablement taillé dissimulait la solitude qu'il portait dans sa poitrine depuis 3 ans, depuis la perte de sa femme. L'odeur des parfums importés des boutiques environnantes se mêlait à l'arôme de café gourmet qui s'échappait des cafés disséminés dans l'espace. Les lumières dorées se reflétaient sur le sol en marbre poli, créant une atmosphère festive qui contrastait avec le vide qu'Edward ressentait à l'intérieur. C'était le 29 décembre et il venait de dépenser une fortune en cadeaux pour ses 3 enfants adultes, une montre suisse à 50 000 $ pour Richard, 42 ans, un sac à main de luxe italien à 35 000 $ pour Patricia, 40 ans, et une parure de bijoux à 25 000 $ pour Camille, la plus jeune, âgée de 38 ans. Chaque cadeau avait été choisi avec soin, non pour sa valeur sentimentale, mais pour l'impact qu'il produirait. Edward avait appris au fil des ans que l'argent était son seul langage d'affection avec ses enfants. Plus le cadeau était cher, plus le sourire forcé qu'il recevait en retour était large, même si ce n'était que pour quelques minutes. La musique de Noël résonnait doucement dans les haut-parleurs, créant une bande-son mélancolique pour ses pensées. Edward observait les familles qui passaient, les enfants courant avec enthousiasme entre leurs parents, les jeunes couples choisissant des cadeaux modestes offerts avec un amour sincère. Il ressentit un pincement d'envie pour ces simples démonstrations d'affection. Ses pas le conduisirent automatiquement vers la sortie principale où son chauffeur l'attendait. Les sacs étaient lourds dans ses mains, mais leur poids n'était rien comparé à celui qui pesait sur sa conscience. Il savait que ses enfants ne se présenteraient pour le Nouvel An qu'à cause des présents, feraient quelques heures de présence forcée dans son manoir, puis disparaîtraient à nouveau pendant des mois. L'homme d'affaires prospère qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien se sentait ironiquement comme un homme en faillite en matière de relations. Sa générosité excessive était devenue une cage dorée où chaque geste d'affection devait être acheté. Chaque instant d'attention de ses enfants avait un prix. Edward s'arrêta un instant devant la vitrine d'un magasin de jouets, regardant une simple poupée qui ne coûtait que 20 $. Il se souvint du temps où Camille était petite et passait des heures à jouer avec une poupée en tissu similaire que sa mère avait cousue à la main. À l'époque, les sourires de sa fille étaient authentiques, ses étreintes spontanées. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres alors qu'il reprenait son chemin. Le centre commercial commençait à se vider, de nombreux magasins se préparant à fermer plus tôt pour les fêtes. Le personnel de nettoyage commençait déjà ses rondes avec ses chariots, préparant l'espace pour une autre journée de consumérisme effréné. Il ajusta le nœud de sa cravate, une habitude nerveuse qu'il avait développée ces dernières années. La solitude s'intensifiait pendant les fêtes, quand il voyait des familles se réunir véritablement, tandis que la sienne ne se rassemblait que par intérêt financier. Alors qu'il approchait de la sortie, Edward sentit une pointe étrange dans sa poitrine. Au début, il l'ignora, la prenant pour l'anxiété habituelle qu'il ressentait avant de remettre les cadeaux et d'affronter une autre mascarade familiale, mais la douleur s'intensifia rapidement, irradiant dans son bras gauche. Ses jambes se dérobèrent. Les sacs de créateurs glissèrent de ses mains, s'éparpillant sur le sol en marbre avec un bruit sourd qui résonna dans le couloir désormais presque vide. Edward essaya de s'appuyer sur une colonne voisine, mais son corps n'obéissait plus à ses ordres. La douleur thoracique devint insupportable, comme si quelqu'un lui serrait le cœur avec une force brutale. Il s'effondra sur le sol froid, ses yeux fixés sur les lumières dorées du plafond, qui semblaient maintenant lointaines et floues. La dernière pensée consciente d'Edward, avant que l'obscurité ne l'enveloppe, concernait les numéros de téléphone de ses enfants, qu'il devait donner aux ambulanciers. Même dans ce moment d'agonie, sa seule préoccupation était de s'assurer qu'il saurait ce qui s'était passé. Il ne se doutait pas que la réponse qu'il recevrait serait plus dévastatrice que la crise cardiaque elle-même.
Le bourdonnement monotone des équipements médicaux résonnait dans la chambre d'hôpital, une symphonie mécanique qui accompagnait chaque battement irrégulier du cœur d'Edouard. Il avait repris connaissance quelques heures plus tôt, mais faisait semblant de dormir pour éviter les questions embarrassantes des médecins sur la famille qui pourrait être avec lui. L'infirmière Margaret, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux bruns attachés en un chignon serré, vérifiait ses constantes vitales avec l'efficacité de quelqu'un qui avait travaillé de nuit pendant 2 décennies. Ses yeux bienveillants témoignaient d'une compassion sincère que seuls ceux qui s'occupent des gens dans leurs moments les plus vulnérables pouvaient posséder. « Monsieur Morgan, je dois contacter votre famille », dit-elle doucement en ajustant l'oreiller derrière sa tête. « Vous avez eu un infarctus du myocarde. Il n'était pas grave, mais vous aurez besoin d'un suivi. Surtout, vous ne devriez pas être seul en ce moment. » Edouard ouvrit lentement les yeux, feignant la somnolence. La lumière blanche et crue de l'hôpital lui faisait mal aux yeux, mais pas autant que la perspective d'expliquer pourquoi personne n'était venu lui rendre visite au cours des 6 dernières heures. « Infirmière, mais mes enfants doivent être occupés par les préparatifs du Nouvel An, marmonna-t-il, essayant de conserver sa dignité, même dans la blouse d'hôpital bleu clair qui le faisait se sentir plus fragile qu'il ne l'aurait souhaité. Margaret prit un bloc-notes et un stylo sur la table de chevet. « Il me faut leur numéro de téléphone, Monsieur Morgan. C'est le protocole de l'hôpital, et de plus, ils ont le droit de savoir ce qui vous est arrivé. » À contre-cœur, Edouard dicta les 3 numéros, chacun gravé dans sa mémoire comme un rappel douloureux de conversations qui avaient rarement lieu. Richard, son aîné, vivait dans un appartement terrasse qu'Edouard lui avait acheté dans le quartier le plus exclusif de la ville. Patricia avait une maison dans une résidence fermée, également un cadeau de son père, tandis que Camille vivait dans une demeure plus petite mais tout aussi luxueuse. « Je vais les appeler maintenant », dit Margaret en se dirigeant vers le téléphone fixe sur le bureau à côté du lit. « Je suis sûr qu'ils seront inquiets et viendront tout de suite. » Edouard ferma les yeux et essaya de se préparer mentalement à une autre performance familiale, où ses enfants se présenteraient juste assez longtemps pour remplir leurs obligations sociales de base. Au moins cette fois, pensa-t-il amèrement, ils auraient une véritable excuse pour feindre l'inquiétude. Margaret composa le premier numéro. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix endormie et irritée ne réponde. « Allô? Qui est-ce? Vous savez l'heure qu'il est? Bonsoir. C'est l'infirmière Margaret du centre médical Saint-Jude. Je vous appelle pour vous informer que votre père, Edouard Morgan, a eu une crise cardiaque cet après-midi et est ici avec nous. Il est stable, mais... » La voix à l'autre bout du fil devint plus alerte, mais pas de la manière qu'Edouard avait espéré. « Est-il en vie ? » demanda Richard avec une froideur qui trancha l'air de la pièce comme une lame. « Oui, monsieur. Votre père est stable, mais il a besoin d'être surveillé. »« Alors ça peut attendre, » l'interrompit Richard, son ton trahissant plus d'agacement que d'inquiétude. « Je suis en train d'organiser une fête importante pour demain, et je ne peux pas partir maintenant. S'il est en vie et stable, ce n'est pas urgent. » Edouard sentit comme si un poing invisible l'avait frappé à l'estomac. Il garda les yeux fermés, faisant semblant de dormir, mais chaque mot de son fils résonnait dans son esprit comme une condamnation à mort émotionnelle. Margaret resta silencieuse quelques secondes, clairement choquée par la réponse. « Monsieur, votre père a eu une crise cardiaque. Même s'il est stable, c'est une situation grave qui nécessite... » « Écoutez, l'infirmière, » dit Richard avec une impatience croissante. « Mon père a la meilleure assurance maladie, les meilleurs médecins. Il est entre de bonnes mains là-bas. J'essaierai de passer demain si j'ai le temps. » Et il raccrocha. Le silence qui suivit fut assourdissant. Edouard entr'ouvrit légèrement les yeux et vit Margaret tenant le téléphone, son expression un mélange d'incrédulité et d'indignation. Elle le regarda, réalisant qu'il était réveillé et avait tout entendu. « Monsieur Morgan, peut-être qu'il est juste sous le choc, » tenta-t-elle de minimiser, mais sa voix manquait de conviction. « Appelez les 2 autres, » dit Edouard doucement, sa voix lourde d'une tristesse que même la crise cardiaque n'avait pas réussi à provoquer. « J'ai besoin de savoir. » Margaret hésita, mais obtempéra. Elle savait que parfois la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire à la guérison complète d'un patient. Le prochain appel serait pour Patricia, et Edouard se prépara à une autre dose de désillusion qui pourrait être fatale à son cœur déjà affaibli. Margaret prit une profonde inspiration avant de composer le 2e numéro, celui de Patricia. Ses mains tremblaient légèrement, encore secouées par la froideur dont elle venait d'être témoin. En 20 ans de carrière d'infirmière,
elle avait vu de nombreuses réactions différentes de la part des familles recevant des nouvelles de leurs proches hospitalisés, mais jamais rien d'aussi inhumain. Édouard observait chacun de ses mouvements, essayant de déchiffrer sur son expression le moindre signe d'espoir qu'au moins une de ses filles montrerait une once d'inquiétude sincère. Son cœur, déjà fragile à cause de la crise, semblait se préparer à un autre coup émotionnel. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. À la 4e sonnerie, une voix féminine répondit, mais en arrière-plan, on pouvait entendre de la musique forte, des rires et le brouhaha distinct d'une fête. « Allô, qui est-ce ? J'entends à peine avec toute cette musique. »« Bonsoir, mademoiselle Morgan. »« Avec nous. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Édouard put entendre quelqu'un crier de baisser la musique. Quand Patricia reprit la parole, sa voix traduisait plus d'irritation que d'inquiétude. « Sérieusement, ce soir, de tous les soirs ? Infirmière, je suis au milieu d'une fête de Nouvel An très importante. Il y a des gens très influents ici, vous savez. Je ne peux pas simplement partir. Madame, votre père a eu une crise cardiaque. Il est stable, mais c'est une situation grave. Mais il va bien, n'est-ce pas ? Il ne va pas mourir, l'interrompit Patricia, son impatience glaçant le sang d'Édouard. Parce que s'il est stable, alors ça peut attendre demain. Ou mieux encore, après le Nouvel An. Margaret jeta un coup d'œil à Édouard, qui avait fermé les yeux très fort, comme s'il pouvait physiquement bloquer la douleur qu'il ressentait. Mademoiselle Morgan, votre père est seul. Et écoutez, l'infirmière, dit Patricia en élevant la voix pour rivaliser avec la musique qui avait recommencé à retentir. Mon père a l'argent pour payer les meilleurs soins médicaux. Il est entre de bonnes mains là-bas. J'essaierai de passer après les fêtes, quand les choses se seront calmées. Et elle raccrocha, ne laissant que le son d'une tonalité résonner dans le silence douloureux de la pièce. Édouard ouvrit les yeux, et Margaret vit des larmes silencieuses couler sur le visage de l'homme qui, quelques heures auparavant, n'était qu'un autre patient dans sa routine. Il était maintenant devenu un être humain brisé dont la douleur émotionnelle était clairement plus intense que n'importe quel inconfort physique. « Monsieur Morgan, je ? » Appelez Camille, demanda-t-il d'une voix rauque, s'essuyant le visage avec le dos de la main. J'ai besoin de savoir si au moins une d'entre elles, si une seule. Sa voix le trahit. Les mots se perdirent dans sa gorge, étouffés par la réalité cruelle qui se déroulait. Pendant toutes ces années, il s'était leurré en pensant que l'amour de ses enfants existait, même s'il était conditionné par l'argent. Maintenant, il découvrait que même une urgence médicale ne pouvait éveiller en eux la moindre parcelle de véritable affection. Margaret hésita avant de composer le 3e numéro. Une partie d'elle voulait épargner à cet homme plus de souffrance, mais elle savait qu'il avait besoin de toute la vérité pour traiter la situation et peut-être trouver un moyen d'aller de l'avant. Le téléphone de Camille sonna plusieurs fois avant de tomber directement sur la messagerie vocale. Margaret raccrocha et réessaya. Messagerie vocale à nouveau. Elle ne répond pas, rapporta doucement Margaret. Essayez encore une fois, plaida Édouard, s'accrochant à un fil d'espoir. Peut-être qu'elle est quelque part où le réseau est mauvais. La 3e tentative donna le même résultat. Camille, sa plus jeune fille, celle qui était la plus affectueuse dans son enfance, ne répondait tout simplement pas à son téléphone alors que son père gisait dans un lit d'hôpital après une crise cardiaque. Édouard ferma les yeux et laissa la réalité le frapper de plein fouet. 3 enfants, 3 réactions allant de la froideur absolue à l'indifférence totale. Aucun d'entre eux n'avait montré ne serait-ce qu'une minute d'inquiétude sincère pour son bien-être. « Infirmière, dit-il après quelques minutes de silence. Avez-vous des enfants ? J'en ai 2, monsieur Morgan, un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans. Et si vous étiez à l'hôpital, viendrait-il ? Margaret sentit ses propres yeux s'embuer de larmes. Monsieur, mes enfants seraient affolés. Ils ne me quitteraient pas d'une seconde. Édouard hocha lentement la tête. J'ai élevé des monstres, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Je pensais être un bon père, leur donnant tout ce qu'ils voulaient, payant pour tout ce dont ils avaient besoin. Mais j'ai élevé des monstres qui ne me voient que comme un distributeur de billets ambulants. Le silence qui suivit était lourd d'une profonde tristesse. Édouard comprenait enfin que sa générosité excessive n'avait pas acheté l'amour. Elle avait détruit toute possibilité de relation authentique avec ses enfants. Et maintenant, seul dans une chambre d'hôpital, il se demandait s'il était encore temps de réparer ce qu'il avait brisé, ou s'il était condamné à vivre le reste de ses jours dans la solitude dorée qu'il avait lui-même créée. La matinée du 30 décembre arriva avec un soleil pâle filtrant à travers les stores de la chambre d'hôpital.
Édouard avait passé une nuit blanche à rejouer mentalement chaque mot cruel qu'il avait entendu lors des appels téléphoniques de l'infirmière Margaret. Son corps se remettait de la crise cardiaque, mais son âme semblait saigner d'une blessure que toute la médecine du monde ne pouvait guérir. Margaret était rentrée chez elle après son service, mais avait laissé un message à l'infirmière de jour, Carmen, une jeune femme d'une trentaine d'années qui montrait le même soin sincère pour ses patients. Carmen avait tenté de remonter le moral d'Édouard avec un petit déjeuner spécial et des mots d'encouragement, mais elle sentait bien que l'homme faisait face à une douleur qui dépassait de loin le physique. « Monsieur Morgan, je vous ai apporté votre téléphone portable », dit Carmen en lui tendant l'appareil qui avait été récupéré au centre commercial avec ses effets personnels. « Peut-être aimeriez-vous essayer de rappeler vos enfants. Parfois, les gens réagissent mal au choc initial et le regrettent plus tard. » Édouard prit le téléphone avec des mains tremblantes. Mais au lieu de composer un numéro, il décida de consulter les réseaux sociaux. Il avait un profil Instagram discret qu'il utilisait principalement pour suivre la vie de ses enfants, car c'était pratiquement le seul moyen de savoir ce qui se passait pour eux entre leurs visites sporadiques. Ce qu'il vit à l'écran fit de nouveau battre son cœur à toute vitesse, mais cette fois, ce n'était pas à cause d'un problème cardiaque. C'était de la pure indignation et de la douleur. Richard avait posté une photo à peine 2 heures plus tôt, se montrant sur un yacht luxueux, tenant une coupe de champagne et souriant aux côtés de plusieurs personnes qu'Édouard ne reconnaissait pas. La légende disait « Lancement des festivités du Nouvel An avec style ». #YachtLife, #New York, #La Belle Vie. Édouard reconnut immédiatement le yacht. C'était le sien, qu'il gardait amarré dans une marina exclusive et que ses enfants utilisaient librement chaque fois qu'ils voulaient impressionner des amis ou des conquêtes. Le bateau de 3 millions de dollars était devenu un simple jouet de plus dans la vie de ses enfants ingrats. Le cœur battant, Édouard fit défiler et trouva une publication de Patricia faite à peine 1 heure auparavant. La photo la montrait avec plusieurs amis lors d'une fête somptueuse avec des décorations dorées et une table chargée de mets gastronomiques. Tout le monde tenait des coupes de champagne chères et Patricia portait une robe qu'Édouard estimait à plus de 5 000 $. Fête de Nouvel An anticipée à la maison parce que la vie est faite pour être vécue avec luxe et joie. #PartyTeam #LuxuryLiving, disait la légende. Édouard réalisa que ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était le domaine de campagne qu'il avait acheté pour la famille quelques années auparavant, situé dans une communauté fermée à la campagne. Ses enfants utilisaient sa propriété, buvaient son champagne et dépensaient son argent pour financer une fête pendant qu'il était seul à l'hôpital, se remettant d'une crise cardiaque. Mais ce fut la dernière découverte qui faillit le faire s'évanouir à nouveau. Camille avait posté une série de stories Instagram montrant un groupe d'amis lors d'un voyage international. Les images provenaient de Londres, le groupe visitant des magasins de créateurs, des restaurants chers et des hôtels 5 étoiles. Sur l'une des photos, Camille apparaissait tenant plusieurs sacs de shopping avec la légende « Je m'achète quelques cadeaux de Nouvel An. Papa a toujours dit que nous méritions le meilleur ». Édouard vérifia les dates des publications. Camille était à Londres depuis 3 jours, dépensant de l'argent sur des cartes de crédit qu'il payait, menant une vie de luxe à l'autre bout du monde pendant qu'il était ici, seul, se remettant d'un événement cardiaque majeur. L'infirmière Carmen s'approcha du lit lorsqu'elle remarqua qu'Édouard était très pâle et respirait difficilement. « Monsieur Morgan, tout va bien? Dois-je appeler le médecin ?» Édouard lui montra le téléphone, les mains tremblantes de rage et de déception. « Regardez où sont mes enfants, Carmen. Regardez comment ils dépensent mon argent pendant que je suis ici, seul, me remettant d'une crise cardiaque. » Carmen regarda les images, et son expression passa à l'incrédulité et à l'indignation. En tant qu'infirmière, elle avait vu de nombreuses dynamiques familiales dysfonctionnelles, mais jamais rien d'aussi cruel et inhumain. « Monsieur Morgan, c'est terrible. Comment peuvent-ils célébrer et dépenser de l'argent pendant que vous êtes ici? » « Parce que pour eux, c'est tout ce à quoi je sers, » répondit Édouard, la voix chargée d'émotion. « À financer leur style de vie. Tant que je suis en vie et que l'argent continue de couler, tout va bien. Ma santé, mes sentiments, ma solitude, rien de tout ça n'a d'importance. » Édouard reposa le téléphone et se tourna vers le mur, essayant de mesurer toute l'étendue de la cruauté de ses enfants. Non seulement ils avaient ignoré son état de santé, mais ils célébraient et dépensaient son argent comme si de rien n'était. « J'ai élevé 3 sangsues », marmonna Édouard pour lui-même. 3 personnes qui ne me voient que comme un moyen de financer leurs caprices, et le pire, c'est que j'ai laissé faire. La prise de conscience qu'il avait été un père terrible, non par manque d'amour, mais par un excès de générosité mal dirigée, commença à se former dans son esprit.
Il avait appris à ses enfants à être consuméristes, égoïstes et insensibles, les protégeant toujours des conséquences de leurs actes avec son argent. Maintenant, seul dans une chambre d'hôpital, Edward commença à comprendre qu'il pourrait devoir prendre des mesures drastiques pour tenter de sauver ce qui restait de sa dignité et peut-être éveiller en ses enfants une parcelle d'humanité qui pourrait encore exister en eux. La fin d'après-midi du 30 décembre apporta avec elle une mélancolie encore plus profonde pour Edward. Il avait passé toute la journée à essayer de digérer les images qu'il avait vues sur les réseaux sociaux, alternant entre des moments de colère intense et des périodes de tristesse accablante. Le cardiologue était passé ce matin-là et avait approuvé sa sortie pour le lendemain, mais Edward ne savait pas où aller ni quoi faire de cette découverte dévastatrice sur ses enfants. L'hôpital était plus calme que d'habitude, de nombreux membres du personnel ayant eu des congés pour passer le nouvel an avec leur famille. Seule une équipe réduite travaillait pendant les fêtes, et Edward se sentit encore plus seul, réalisant que même les étrangers autour de lui avaient des gens qui se souciaient d'eux. C'est alors qu'il entendit un léger bruit dans le couloir, le son des roues d'un chariot de nettoyage poussé lentement, accompagné de la voix d'un enfant fredonnant doucement un chant de Noël. La mélodie était simple et fausse, mais elle portait une douceur authentique qui contrastait de façon spectaculaire avec toute la froideur qu'Edward avait connue au cours des dernières 24 heures. La porte de sa chambre était légèrement entr'ouverte, et il pouvait voir une femme d'une quarantaine d'années poussant le chariot de nettoyage, vêtue d'un uniforme bleu clair et de baskets blanches usées. À côté d'elle, une petite fille tenait un plumeau trop grand pour ses mains, essayant d'aider sa mère avec le sérieux de quelqu'un en mission très importante. La fillette ne pouvait pas avoir plus de 7 ans, ses cheveux bruns étaient coiffés en 2 tresses simples, et elle portait une robe rose claire qui, bien que propre et bien entretenue, montrait des signes d'usure. Ses grands yeux expressifs brillaient d'une joie naturelle qu'Edward n'avait pas vue depuis longtemps. « Maman, je peux nettoyer cette chambre-là » demanda l'enfant en désignant la porte d'Edward. « Tu peux, mon amour, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Si le patient est réveillé, tu dis bonjour poliment et tu ne le déranges pas. D'accord ? D'accord, maman. Je serai très poli. » Edward ferma rapidement les yeux, faisant semblant de dormir. Il n'était pas d'humeur à parler à qui que ce soit, encore moins à expliquer pourquoi un homme riche comme lui était seul à l'hôpital pendant les fêtes. La fillette entra dans la chambre sur la pointe des pieds, essayant clairement de ne pas faire de bruit. Edward l'observa discrètement à travers ses paupières mi-closes alors qu'elle essuyait la table de chevet avec un soin méticuleux, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Soudain, elle arrêta de nettoyer et s'approcha du lit. Edward pouvait sentir qu'elle le regardait attentivement. « Monsieur, » chuchota-t-elle, « vous faites semblant de dormir. » Edward ouvrit les yeux, surpris par la perspicacité de l'enfant. Elle le regardait avec une expression de curiosité sincère, sans peur ni gêne. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il, essayant d'esquisser un sourire qu'il ne ressentait pas. « Ma maîtresse dit que quand les gens dorment pour de vrai, ils font des bruits bizarres et ont l'air tout détendus. Vous êtes tout tendu et ne faites aucun bruit, » expliqua-t-elle avec la logique simple d'une enfant. Edward ne put s'empêcher de sourire sincèrement pour la première fois depuis des jours. « Tu es très intelligente. »« Merci. Je m'appelle Sophia. Êtes-vous triste pour quelque chose ?» La question directe et innocente prit Edward au dépourvu. Il regarda dans ses grands yeux sincères, un instant, il sentit l'envie de déverser toute sa douleur à cet enfant qui semblait voir clair dans son âme. « Je suis un peu triste, oui, Annie. C'est parce que vous êtes malade ? Ma grand-mère était malade une fois et elle est devenue très triste aussi. »« Ce n'est pas vraiment à cause de la maladie, » répondit Edward, choisissant ses mots avec soin. « C'est parce que, eh bien, c'est un peu compliqué à expliquer. » Sophia posa le plumeau sur la table et se rapprocha du lit. « Je peux m'asseoir sur cette chaise ? Je promets de ne pas être une nuisance. C'est juste que quand quelqu'un est triste, il ne faut pas le laisser seul. » Edward fut ému par la sensibilité de la petite fille. « Tu peux t'asseoir, oui. » Sophia s'installa sur la chaise à côté du lit, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol. « Vous savez, monsieur, ma maman dit toujours que quand on est triste, c'est bien de parler à quelqu'un. Voulez-vous me dire pourquoi vous êtes triste ?» Edward hésita. Comment pourrait-il expliquer à une fillette de 7 ans que ses propres enfants l'avaient abandonné alors qu'il en avait le plus besoin ? Comment pourrait-il lui dire qu'il avait découvert qu'il n'était qu'un distributeur de billets ambulant pour des gens qui étaient censés l'aimer inconditionnellement ? « Sophia, aimes-tu ta maman ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Je l'aime tellement. Elle travaille très dur pour prendre soin de moi, vous savez. Et même quand elle est fatiguée, elle me donne toujours des câlins et de l'attention. Et si ta maman tombait malade,
Que ferais-tu? Sophia le regarda comme si la question était absurde. Je prendrais soin d'elle, bien sûr. Je resterai à ses côtés tout le temps, je lui ferai de la soupe, je lui donnerai ses médicaments et je lui raconterai des histoires pour qu'elle ne soit pas triste. Jamais je ne laisserai ma maman seule si elle était malade. La réponse simple et sincère de la fillette frappa Édouard comme un coup de poing à l'estomac. Une enfant de 7 ans comprenait mieux l'amour et la responsabilité familiale que ses 3 enfants adultes réunis. « Sophia, dit-il, la voix chargée d'émotion, tu es une petite fille très spéciale. » « Merci. Et vous semblez spéciale aussi. Puis-je vous poser une question? » « Tu peux. Pourquoi passez-vous les fêtes seule à l'hôpital? Où est votre famille? » La question de Sophia résonna dans la pièce silencieuse, un rappel douloureux de la réalité qu'Édouard tentait d'éviter. Il regarda dans ses grands yeux curieux, remplis d'une innocence qui contrastait vivement avec la cruauté qu'il avait connue au cours des dernières heures. « Ma famille » commença Édouard, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Comment pourrait-il expliquer à une enfant que ses propres enfants l'avaient abandonné? Comment pourrait-il lui dire qu'il avait découvert qu'il n'était rien de plus qu'une source d'argent pour des gens qui étaient censés l'aimer? Il voyage, ment-il finalement, essayant d'épargner à la fillette la dure vérité. Et ils sont occupés par d'autres choses. Sophia pencha la tête, étudiant le visage d'Édouard avec la perspicacité naturelle d'une enfant qui sait quand un adulte n'est pas tout à fait sincère. Mais monsieur, si ma famille savait que j'étais malade à l'hôpital, elle annulerait n'importe quel voyage pour être avec moi, dit-elle avec la logique simple et dévastatrice de l'enfance. La famille, c'est pour être ensemble dans les moments difficiles, n'est-ce pas? Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux. La sagesse innocente de cet enfant exposait des blessures qu'il avait tenté de cacher même à lui-même. « Sophia, dit la mère de la fillette en apparaissant à l'embrasure de la porte. Ne dérange pas le monsieur. Il a besoin de se reposer. » « Elle ne me dérange pas du tout, » répondit rapidement Édouard. « En fait, elle m'a été d'une compagnie très agréable. » La femme s'approcha en poussant le chariot de nettoyage. Édouard pouvait voir qu'elle était jeune, probablement dans la quarantaine, avec des yeux fatigués mais bienveillants et des mains marquées par le travail acharné. « Je suis Lucia », se présenta-t-elle avec un sourire timide. « Je suis désolé si ma fille est une nuisance. Elle a toujours été très curieuse et affectueuse avec tout le monde. » « Au contraire, » répondit honnêtement Édouard. « Sophia me fait un bien fou. Vous deux êtes les seules personnes à avoir montré un intérêt sincère pour moi depuis que je suis arrivé ici. » Lucia arrêta de nettoyer et regarda Édouard avec surprise. « Que voulez-vous dire, monsieur? Votre famille n'est pas venue vous voir? » Édouard hésita, mais quelque chose dans l'expression sincère de cette femme simple lui donna envie d'être honnête. « Mes enfants, ils sont occupés par leur propre vie. Ils n'ont pas pu venir. » Sophia sauta de sa chaise, indignée. « Comment ça, ils n'ont pas pu venir? Vous êtes malade. Si j'avais un papa, je ne le laisserais jamais seul à l'hôpital. Surtout maintenant que c'est presque le nouvel an. » La phrase de la fillette frappa Édouard comme un éclair. Si j'avais un papa. Elle n'avait pas de père. Édouard Morgan arpentait les couloirs du centre commercial de luxe à pas mesurés, ses mains agrippant fermement les anses des sacs de marque contenant les cadeaux les plus chers qu'il ait jamais achetés. À 70 ans, ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés et son costume italien impeccablement taillé dissimulait la solitude qu'il portait dans sa poitrine depuis 3 ans, depuis la perte de sa femme. L'odeur des parfums importés des boutiques environnantes se mêlait à l'arôme de café gourmet qui s'échappait des cafés disséminés dans l'espace. Les lumières dorées se reflétaient sur le sol en marbre poli, créant une atmosphère festive qui contrastait avec le vide qu'Édouard ressentait à l'intérieur. C'était le 29 décembre, et il venait de dépenser une fortune en cadeaux pour ses 3 enfants adultes. Une montre suisse à 50 000 $ pour Richard, 42 ans, un sac à main de luxe italien à 35 000 $ pour Patricia, 40 ans, et une parure de bijoux à 25 000 $ pour Camille, la plus jeune, âgée de 38 ans. Chaque cadeau avait été choisi avec soin, non pour sa valeur sentimentale, mais pour l'impact qu'il produirait. Édouard avait appris au fil des ans que l'argent était son seul langage d'affection avec ses enfants. Plus le cadeau était cher, plus le sourire forcé qu'il recevait en retour était large, même si ce n'était que pour quelques minutes. La musique de Noël résonnait doucement dans les haut-parleurs, créant une bande-son mélancolique pour ses pensées. Édouard observait les familles qui passaient, les enfants courant avec enthousiasme entre leurs parents, les jeunes couples choisissant des cadeaux modestes offerts avec un amour sincère. Il ressentit un pincement d'envie pour ces simples démonstrations d'affection.
Ses pas le conduisirent automatiquement vers la sortie principale où son chauffeur l'attendait. Les sacs étaient lourds dans ses mains, mais leur poids n'était rien comparé à celui qui pesait sur sa conscience. Il savait que ses enfants ne se présenteraient pour le nouvel an qu'à cause des présents, feraient quelques heures de présence forcée dans son manoir, puis disparaîtraient à nouveau pendant des mois. L'homme d'affaires prospère qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien se sentait ironiquement comme un homme en faillite en matière de relations. Sa générosité excessive était devenue une cage dorée où chaque geste d'affection devait être acheté. Chaque instant d'attention de ses enfants avait un prix. Édouard s'arrêta un instant devant la vitrine d'un magasin de jouets, regardant une simple poupée qui ne coûtait que 20 $. Il se souvint du temps où Camille était petite et passait des heures à jouer avec une poupée en tissu similaire que sa mère avait cousue à la main. À l'époque, les sourires de sa fille étaient authentiques, ses étreintes spontanées. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres alors qu'il reprenait son chemin. Le centre commercial commençait à se vider, de nombreux magasins se préparant à fermer plus tôt pour les fêtes. Le personnel de nettoyage commençait déjà ses rondes avec ses chariots, préparant l'espace pour une autre journée de consumérisme effréné. Il ajusta le nœud de sa cravate, une habitude nerveuse qu'il avait développée ces dernières années. La solitude s'intensifiait pendant les fêtes, quand il voyait des familles se réunir véritablement, tandis que la sienne ne se rassemblait que par intérêt financier. Alors qu'il approchait de la sortie, Édouard sentit une pointe étrange dans sa poitrine. Au début, il l'ignora, la prenant pour l'anxiété habituelle qu'il ressentait avant de remettre les cadeaux et d'affronter une autre mascarade familiale, mais la douleur s'intensifia rapidement, irradiant dans son bras gauche. Ses jambes se dérobèrent. Les sacs de créateurs glissèrent de ses mains, s'éparpillant sur le sol en marbre avec un bruit sourd qui résonna dans le couloir désormais presque vide. Édouard essaya de s'appuyer sur une colonne voisine, mais son corps n'obéissait plus à ses ordres. La douleur thoracique devint insupportable, comme si quelqu'un lui serrait le cœur avec une force brutale. Il s'effondra sur le sol froid, ses yeux fixés sur les lumières dorées du plafond, qui semblaient maintenant lointaines et floues. La dernière pensée consciente d'Édouard, avant que l'obscurité ne l'enveloppe, concernait les numéros de téléphone de ses enfants, qu'il devait donner aux ambulanciers. Même dans ce moment d'agonie, sa seule préoccupation était de s'assurer qu'il saurait ce qui s'était passé. Il ne se doutait pas que la réponse qu'il recevrait serait plus dévastatrice que la crise cardiaque elle-même. Le bourdonnement monotone des équipements médicaux résonnait dans la chambre d'hôpital, une symphonie mécanique qui accompagnait chaque battement irrégulier du cœur d'Édouard. Il avait repris connaissance quelques heures plus tôt, mais faisait semblant de dormir pour éviter les questions embarrassantes des médecins sur la famille qui pourrait être avec lui. L'infirmière Margaret, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux bruns attachés en un chignon serré, vérifiait ses constantes vitales avec l'efficacité de quelqu'un qui avait travaillé de nuit pendant 2 décennies. Ses yeux bienveillants témoignaient d'une compassion sincère que seuls ceux qui s'occupent des gens dans leurs moments les plus vulnérables pouvaient posséder. « Monsieur Morgan, je dois contacter votre famille », dit-elle doucement en ajustant l'oreiller derrière sa tête. « Vous avez eu un infarctus du myocarde. Il n'était pas grave, mais vous aurez besoin d'un suivi. Surtout, vous ne devriez pas être seul en ce moment. » Édouard ouvrit lentement les yeux, feignant la somnolence. La lumière blanche et crue de l'hôpital lui faisait mal aux yeux, mais pas autant que la perspective d'expliquer pourquoi personne n'était venu lui rendre visite au cours des 6 dernières heures. « Infirmière, mais mes enfants doivent être occupés par les préparatifs du nouvel an, marmonna-t-il, essayant de conserver sa dignité, même dans la blouse d'hôpital bleu clair qui le faisait se sentir plus fragile qu'il ne l'aurait souhaité. Margaret prit un bloc-notes et un stylo sur la table de chevet. « Il me faut leur numéro de téléphone, Monsieur Morgan. C'est le protocole de l'hôpital, et de plus, ils ont le droit de savoir ce qui vous est arrivé. » À contre-cœur, Édouard dicta les 3 numéros, chacun gravé dans sa mémoire comme un rappel douloureux de conversations qui avaient rarement lieu. Richard, son aîné, vivait dans un appartement-terrasse qu'Édouard lui avait acheté dans le quartier le plus exclusif de la ville. Patricia avait une maison dans une résidence fermée, également un cadeau de son père, tandis que Camille vivait dans une demeure plus petite mais tout aussi luxueuse. « Je vais les appeler maintenant », dit Margaret en se dirigeant vers le téléphone fixe sur le bureau à côté du lit. « Je suis sûr qu'ils seront inquiets et viendront tout de suite. » Édouard ferma les yeux et essaya de se préparer mentalement à une autre performance familiale, où ses enfants se présenteraient juste assez longtemps pour remplir leurs obligations sociales de base. Au moins cette fois, pensa-t-il amèrement, ils auraient une véritable excuse pour feindre l'inquiétude. Margaret composa le premier numéro. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix endormie et irritée ne réponde.
Pourtant, elle montrait plus d'amour et de soin pour un étranger que ses propres enfants n'en montraient pour lui. Sophia, ce ne sont pas nos affaires, la réprimanda gentiment Lucia, mais Édouard pouvait voir qu'elle aussi était choquée par la situation. Ce n'est rien, dit Édouard. Sophia a raison. Mes enfants, eh bien, ils ne sont pas comme vous deux. Ils ne se soucient pas beaucoup de moi au-delà de l'argent que je peux leur donner. Le silence qui suivit fut lourd de tristesse. Lucia arrêta complètement de nettoyer et s'approcha du lit. Monsieur, pardonnez mon indiscrétion, mais comment vos propres enfants peuvent-ils être comme ça? Je donnerais n'importe quoi pour que Sophia ait un père présent dans sa vie. J'aimerais aussi avoir un papa, dit doucement Sophia en se rapprochant à nouveau du lit. Ma maman travaille si dur parce qu'elle est seule pour s'occuper de moi. Si j'avais un papa, il l'aiderait et nous serions une famille complète. Édouard sentit son cœur se serrer. Voici une enfant qui rêvait d'avoir un père, alors que ses propres enfants le traitaient comme un fardeau. L'ironie était cruelle et révélatrice. Sophia, dit doucement Édouard, ta mère et toi, vous êtes déjà une famille complète. L'amour que vous avez l'une pour l'autre est plus fort que dans beaucoup de familles que je connais. Mais vous n'avez pas cet amour avec vos enfants, demanda Sophia avec la curiosité innocente que seule une enfant possède. Édouard déglutit difficilement. Je pensais que si, mais j'ai découvert que je me trompais. Je leur ai toujours tout donné ce qu'ils voulaient. Je pensais que c'était de l'amour, mais en fait, je les ai gâtés. Ils ne me voient que comme quelqu'un qui paie leurs factures. Lucia s'assit sur la chaise que Sophia avait occupée, les yeux pleins de compassion. Monsieur, puis-je dire quelque chose? Parfois, tout donner n'est pas la même chose que donner de l'amour. Je ne peux pas donner à Sophia tout ce qu'elle veut, mais je lui donne toute mon affection, mon temps, mon attention, et elle me le rend. C'est vrai, acquiesça Sophia avec enthousiasme. Maman ne peut pas m'acheter des jouets chers, mais elle me fabrique des jouets en papier, me raconte des histoires et joue avec moi même quand elle est fatiguée. C'est tellement mieux que l'argent. Édouard commença à comprendre où il s'était trompé. Pendant toutes ces années, il avait confondu la générosité financière avec l'amour paternel. Il avait donné à ses enfants tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il ne leur avait jamais donné ce qui comptait vraiment, du temps, de l'attention, une affection sincère, surtout, des limites et des responsabilités. Vous savez, dit Édouard, pensif, vous deux m'avez appris plus sur la famille en une demi-heure que ce que j'ai appris en 70 ans. Sophia sourit et prit impulsivement la main d'Édouard. Monsieur, voulez-vous que je fasse quelque chose pour vous rendre moins triste? Je peux vous dessiner une étoile. Ma maîtresse dit que les étoiles réalisent les vœux. Édouard regarda la petite fille, lui offrant quelque chose fait de ses propres mains, avec un amour pur et désintéressé, et sentit que peut-être, il y avait encore de l'espoir pour son cœur blessé. Le contraste entre Sophia et ses enfants était si frappant qu'Édouard commença à se demander s'il n'était pas temps d'apporter des changements drastiques à sa vie. La matinée du 31 décembre arriva avec la sortie d'Édouard de l'hôpital, mais son esprit était loin d'être à la fête. Lucia et Sophia avaient passé le réveillon du Nouvel An à nettoyer les chambres de l'hôpital, et la petite fille avait tenu sa promesse, tendant à Édouard un simple dessin d'une étoile fait avec un crayon jaune sur du papier recyclé. « Souvenez-vous de ce que j'ai dit, monsieur », lui avait dit Sophia en lui donnant le dessin. « Faites un vœu à l'étoile. Elles écoutent toujours quand le vœu vient du cœur. » Édouard avait glissé le dessin dans la poche de sa chemise avec plus de soin qu'il ne l'aurait fait pour un document de plusieurs millions de dollars. C'était le premier cadeau authentique qu'il recevait depuis des années. Le chauffeur qu'Édouard avait appelé le conduisit à son manoir dans le quartier le plus exclusif de la ville. Mais en approchant du portail, il réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. Il y avait au moins 15 voitures garées dans la rue. Une musique forte s'échappait des jardins bien entretenus, et des gens qu'il ne connaissait pas déambulaient librement sur la pelouse. « Monsieur Morgan, » dit le chauffeur avec hésitation, « on dirait qu'il y a une fête chez vous. » La rage monta dans la poitrine d'Édouard comme de la lave. Non seulement ses enfants avaient ignoré son hospitalisation, mais ils avaient transformé sa maison en lieu de fête pendant qu'il était à l'hôpital, se remettant d'une crise cardiaque. « Arrêtez-vous ici », ordonna Édouard au chauffeur. « Je veux entrer à pied. » Il traversa lentement la pelouse qui avait été transformée en zone de fête. Des gobelets en plastique et des bouteilles vides jonchaient l'herbe qu'il entretenait avec tant de soin. L'odeur d'alcool et de cigarettes polluait l'air qui était habituellement parfumé par les roses qu'il avait plantées en mémoire de sa femme. La porte d'entrée était grande ouverte, et Édouard pouvait voir des dizaines d'inconnus occuper son salon. Des jeunes gens ivres dansaient sur les meubles anciens que sa femme et lui avaient collectionnés pendant 40 ans de mariage.
Son fauteuil préféré, où il lisait en fin d'après-midi, était taché de boissons renversées. « Excusez-moi, » dit Édouard à un jeune homme qui urinait dans un pot de fleurs près de l'entrée. « C'est ma maison. » Le jeune homme regarda Édouard avec mépris. « Ah ouais, et alors, le vieux ? C'est la fête de Richard. T'as un problème ? Va voir avec lui. » Édouard monta les escaliers vers son bureau, son sanctuaire privé, où il gardait ses souvenirs les plus précieux et ses documents importants. La porte était ouverte, et à l'intérieur, il trouva Richard fouillant dans son bureau, cherchant clairement quelque chose. « Richard, » dit Édouard, sa voix contrôlée mais remplie de fureur. Son fils aîné se retourna, l'air momentanément penaud de voir son père, mais il retrouva rapidement son expression arrogante. « Papa, content que tu sois sorti de l'hôpital. Comme tu peux le voir, j'ai organisé une fête pour célébrer ta guérison. » « Une fête pour célébrer ?» répéta Édouard, incrédule. « Richard, tu n'as même pas répondu à mon appel. L'infirmière m'a dit que tu lui avais raccroché au nez. »« Oh, ça » dit Richard en se retournant vers les papiers sur le bureau. « J'étais occupé à organiser cette fête surprise pour toi. » Le mensonge flagrant fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Édouard s'approcha de Richard et lui arracha les papiers des mains. C'étaient des documents relatifs à son testament et des informations sur ses comptes bancaires. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda Édouard d'une voix dangereusement basse. « Papa, on doit parler de tes finances. Tu vieillis. Tu as eu une crise cardiaque. C'est peut-être le moment pour moi de prendre quelques responsabilités. » Des responsabilités ? Quelque chose se brisa en Édouard. « La seule responsabilité que tu veux prendre, c'est de dépenser mon argent. » À ce moment, Patricia et Camille entrèrent dans le bureau, toutes deux clairement ivres et agacées d'avoir leur fête interrompue. « Papa, tu es si dramatique, » dit Patricia en titubant légèrement. « On savait que tu allais bien, alors on a décidé de célébrer. » « Célébrer ?» Édouard regarda ses trois enfants avec une clarté qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Vous célébrez que je ne sois pas mort ? Ou vous êtes déçus que j'ai survécu ? » « Quelle question ?» dit Camille, mais son ton défensif révéla que la question avait fait mouche. Édouard se dirigea vers le coffre-fort encastré dans le mur, entra la combinaison et retira tous les documents importants de l'intérieur. Ses enfants observaient chacun de ses mouvements, clairement inquiets de ce qu'il pouvait bien planifier. « 70 ans, » murmura Édouard, plus pour lui-même. « 70 ans à bâtir une fortune, pensant que j'assurais l'avenir de ma famille, et je découvre que j'ai créé 3 parasites qui ne savent que me sucer jusqu'à la moelle. » « Papa, tu es juste contrarié à cause de la crise cardiaque, » tenta Richard, adoptant un ton conciliant qui ne convainquit personne. « Pourquoi ne descends-tu pas prendre un verre, et on pourra en parler demain ?» Édouard se tourna vers ses 3 enfants avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était un mélange de désillusion profonde, de colère contrôlée, et surtout, de détermination. « Je veux que vous sortiez tous de ma maison. Maintenant. » « Qu'est-ce que tu veux dire, sortir de ta maison ?» demanda Patricia, indignée. « C'est aussi notre maison. »« Non, » dit calmement Édouard. « Cette maison est à moi. Les factures que je paie pour vous sont à moi. Les voitures, le yacht, les appartements, tout est à moi, et vous venez de perdre votre accès à tout ça. » Les 3 frères et sœurs échangèrent des regards, réalisant que quelque chose avait fondamentalement changé chez leur père. « Papa, tu ne peux pas faire ça, » dit Camille, la voix paniquée. « Nous sommes ta famille. » Édouard sortit de sa poche le dessin de l'étoile que Sophia lui avait fait. Il regarda le simple morceau de papier fait avec amour par une enfant qui le connaissait à peine, puis regarda les 3 adultes devant lui, qu'il avait connus toute leur vie mais ne l'avaient jamais vraiment aimé. « La famille, » répéta doucement Édouard, « c'est ce que cette petite fille à l'hôpital m'a montré. La famille, c'est quelqu'un qui s'inquiète quand tu es malade, qui offre du réconfort quand tu es triste, qui se tient à tes côtés dans les moments difficiles. » Il rangea soigneusement le dessin dans sa poche. « Vous n'avez jamais été ma famille. Vous n'étiez que les bénéficiaires de mon compte en banque. » Et avec cette déclaration, Edward Morgan prit la décision la plus courageuse de sa vie. Il était temps de tout recommencer. Les 3 enfants restèrent silencieux quelques secondes, digérant les paroles de leur père. C'était la première fois de leur vie qu'Edward leur parlait de manière aussi directe et ferme. Pendant des décennies, il avait toujours cédé à leurs caprices, trouvant toujours un moyen d'aplanir tout conflit avec plus d'argent. « Papa, tu ne peux pas être sérieux, » dit Richard en essayant de rire comme si tout cela n'était qu'une mauvaise blague. « Tu dis toujours des choses comme ça quand tu es en colère, mais ça te passe. » Édouard se dirigea vers son bureau,
prit le téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Ses enfants le regardaient nerveusement, ne comprenant pas ce qu'il faisait. « Maître Vance, c'est Edward Morgan. Je sais que c'est un jour férié, mais j'ai besoin de vous parler d'urgence. Oui, c'est au sujet de modifications à mon testament et d'autres questions juridiques. Aujourd'hui. Parfait. Je serai là dans 1 heure. » Il raccrocha et se tourna vers ses enfants, qui avaient maintenant l'air sincèrement inquiets. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Camille, la voix tremblante. « Je vais corriger la plus grande erreur de ma vie, » répondit calmement Édouard. « Je vais cesser de financer votre irresponsabilité. »« Papa, tu es irrationnel, » tenta Patricia. « On a fait quelques erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu devrais. »« Quelques erreurs ?» l'interrompit Édouard, la voix s'élevant pour la première fois. « Patricia, tu as dépensé 30 000 $ sur ma carte de crédit le mois dernier en quoi? Vêtements, fêtes et bêtises. Richard, tu as 200 000 $ de dettes de jeu en ligne que je rembourse depuis 2 ans. Et Camille, ton voyage en Europe a coûté plus que ce que 10 familles gagnent en 1 an. » Les 3 frères et sœurs se regardèrent, réalisant que leur père en savait bien plus sur leurs dépenses qu'ils ne le pensaient. « Et vous savez ce qui fait le plus mal ?» continua Édouard, la voix maintenant chargée d'émotion. « Ce n'est pas l'argent. C'est le manque total de considération, de respect, d'amour. Pendant que j'étais seul à l'hôpital, me remettant d'une crise cardiaque, vous dépensiez ma fortune en fêtes et en voyages. On ne savait pas que c'était si grave, tenta de justifier Richard. Bien sûr que vous le saviez, explosa Édouard. L'infirmière a appelé chacun d'entre vous, a expliqué que j'avais eu une crise cardiaque et que j'étais à l'hôpital. Et savez-vous quelles ont été vos réactions? Richard a dit que je pouvais attendre parce qu'il avait une fête à organiser. Patricia a dit qu'elle ne pouvait pas quitter sa fête parce que des gens importants étaient là. Et Camille n'a tout simplement pas répondu à son téléphone. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pour la première fois, les 3 enfants avaient l'air honteux. Mais Édouard pouvait voir que ce n'était pas un remords sincère. C'était juste la peur de perdre leur source d'argent. « Voulez-vous savoir quel a été le moment qui a tout changé pour moi ?» demanda Édouard en sortant à nouveau le dessin de l'étoile de sa poche. « C'est quand une fillette de 7 ans, la fille de la femme de ménage de l'hôpital, m'a dit « Si j'avais un papa, je ne le laisserais jamais seul dans un moment comme ça. » Il montra le simple dessin à ses enfants. « Cet enfant qui me connaît à peine m'a montré plus d'amour et d'inquiétude en 1 heure que vous 3 en des années. »« Papa, c'est ridicule, » dit Patricia avec un ricanement. « Tu vas comparer tes propres enfants à une femme de ménage et sa gamine quelconque ?» Les mots de Patricia furent comme une gifle pour Édouard. Non seulement elle montrait un manque total de remords, mais elle révélait aussi le préjugé et l'arrogance qu'il leur avait inculqués par une vie de privilèges sans responsabilité. « Une femme de ménage et sa gamine quelconque » répéta Édouard, incrédule. « Patricia, cette femme de ménage quelconque travaille dur pour subvenir seule aux besoins de sa fille, et pourtant elle trouve encore le temps d'être gentille et attentive. Cette gamine quelconque a une meilleure compréhension de la famille et de l'amour que vous 3 réunis. » Édouard se dirigea vers la porte du bureau, mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers ses enfants. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour quitter ma maison et retirer vos affaires. Demain, 1er janvier, je commence une nouvelle vie, et vous apprendrez à vivre sans mon argent. »« Tu ne peux pas faire ça, » cria Richard, tout son sang-froid disparu. « Nous avons des droits. Nous sommes tes héritiers. » « Vous l'étiez, » corrigea Édouard. « Demain, je vais au bureau de mon avocat pour changer mon testament. J'annule toutes les cartes de crédit que je paie. J'arrête le loyer de vos appartements, les paiements des voitures, tout. »« Et à qui vas-tu laisser ton héritage ?» demanda Camille, désespérée. Édouard sourit pour la première fois depuis des jours. Mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire triste de quelqu'un qui voyait enfin la vérité. À 2 personnes qui connaissent la vraie valeur de l'amour et de la gratitude. Il descendit les escaliers, laissant ses 3 enfants paniqués dans le bureau. La fête battait encore son plein dans le salon, mais Édouard ne s'en souciait plus. Il attrapa ses clés de voiture et quitta la maison, se dirigeant vers le cabinet d'avocat. Pendant le trajet, Édouard pensa à l'ironie de sa situation. Il avait passé des décennies à essayer d'acheter l'amour de ses enfants, pour découvrir à la fin que le véritable amour ne peut être acheté, seulement offert librement par des cœurs sincèrement attentionnés. Le dessin de l'étoile sur le siège passager semblait symboliser un nouvel espoir. Sophia lui avait dit de faire un vœu, et Édouard savait exactement ce qu'il souhaitait, une seconde chance de comprendre ce que signifiait vraiment être une famille. Quand il arriva au bureau de son avocat,
Édouard était résolu. Ce n'était pas seulement une décision prise sous le coup de la colère. C'était le choix conscient d'un homme qui s'était enfin réveillé à la réalité et avait décidé d'honorer la mémoire de sa femme, qui avait toujours essayé de le mettre en garde contre les dangers de gâter leurs enfants. Il était temps de faire ce qui était juste, même si cela signifiait perdre les 3 enfants qu'il avait élevés, mais qui ne l'avaient jamais vraiment aimé. Maître Arthur Vance était l'avocat d'Édouard depuis plus de 20 ans et ne l'avait jamais vu aussi déterminé, et pourtant si calme. Le cabinet d'avocats était vide le soir du Nouvel An, mais l'avocat avait accepté de voir son plus important client en urgence. « Édouard, êtes-vous sûr de cela ?» demanda Maître Vance pour la 3e fois, ajustant ses lunettes en lisant les documents qu'Édouard avait demandés. « Retirez complètement vos enfants du testament et transférez l'intégralité de l'héritage à des personnes que vous ne connaissez que depuis 2 jours. C'est très radical. »« Arthur, » répondit calmement Édouard, assis dans le fauteuil en cuir du bureau, « en 2 jours, Sophia et Lucia m'ont montré plus d'amour et de considération que mes enfants en des décennies. Ma décision est finale. » Édouard avait passé l'après-midi précédent à faire des recherches sur Lucia Santos. Il avait découvert qu'elle était veuve, ayant perdu son mari dans un accident de travail 3 ans auparavant, et qu'elle élevait Sophia seule depuis. Elle cumulait 3 emplois différents pour payer le loyer d'un petit appartement et l'école publique de sa fille. « Je veux créer un fonds en fiducie », continua Édouard. « L'argent garantira que Sophia reçoive la meilleure éducation possible, que Lucia n'ait plus à travailler de nuit à nettoyer des hôpitaux, et qu'elles aient toutes les 2 une vie confortable et digne. » Maître Vance soupira, mais commença à rédiger les documents comme demandé. « Et vos enfants ? Ils pourraient contester cela en justice. »« Qu'ils le fassent, » dit fermement Édouard. « J'ai des dossiers prouvant toutes leurs dépenses excessives, toutes les dettes que j'ai payées, toutes les irresponsabilités que j'ai couvertes. N'importe quel juge verra qu'ils ont déjà reçu bien plus que ce qu'ils n'ont jamais mérité. » Pendant que l'avocat travaillait, Édouard prit son téléphone et commença à exécuter la partie la plus douloureuse mais nécessaire de son plan. Il appela la banque et annula toutes les cartes de crédit supplémentaires de ses enfants. Il appela l'agence immobilière et résilia les baux des appartements qu'il payait. Il contacta le concessionnaire automobile et demanda la suspension du financement des véhicules. Chaque appel était comme se couper d'un morceau de lui-même, mais Édouard savait que c'était le seul moyen de forcer ses enfants à apprendre la vraie valeur de l'argent, peut-être, à développer un certain sens des responsabilités. « C'est fait, » dit Maître Vance après 2 heures de travail. « Tous les documents sont prêts. Mais Édouard, puis-je vous offrir un conseil en tant qu'ami ? Peut-être devriez-vous parler à vos enfants avant de prendre une mesure aussi définitive. »« Arthur, j'ai essayé de leur parler pendant 50 ans, » répondit Édouard en signant les documents. « Le temps des paroles est révolu. C'est maintenant l'heure des conséquences. » Quand Édouard rentra chez lui à 20 h ce soir-là, la fête était terminée, mais la maison était en ruine, verres brisés, tapis tachés, meubles déplacés. Ses souvenirs les plus précieux avaient été profanés par des étrangers que ses propres enfants avaient invités. Richard, Patricia et Camille l'attendaient dans le salon. Leurs visages montraient un mélange de colère, de désespoir, et pour la première fois depuis des années, de peur réelle. « Papa, tu ne pouvais pas être sérieux en nous retirant du testament » dit Camille dès qu'Édouard entra. « C'est déjà fait, » répondit-il calmement en sortant les documents de sa mallette. « Et à partir de demain, vous devrez apprendre à vivre avec vos propres ressources. »« Nos propres ressources » explosa Richard. « Papa, je n'ai pas de travail. Tu as toujours dit que je n'en avais pas besoin parce que tu avais assez d'argent pour nous tous. Et c'est là ma plus grande erreur, » admit Édouard. « Je vous ai privé de la dignité du travail, de la satisfaction d'accomplir quelque chose par vos propres mérites. Vous êtes des adultes sains et intelligents. Il est temps que vous le prouviez. » Patricia se mit à pleurer, non pas des larmes de tristesse, mais de panique financière. « Papa, j'ai une facture de carte de crédit de 20 000 $. Comment vais-je payer ça ? » De la même manière que des millions de personnes paient leurs dettes, répondit Édouard. « En travaillant. »« Travailler ?» répéta Camille comme si c'était un mot étranger. « Papa, on n'a jamais travaillé un seul jour de notre vie. On ne sait rien faire. »« Alors il est temps que vous appreniez, » dit Édouard, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Lucia a commencé à travailler à 15 ans pour aider sa famille. Sophia, à 7 ans, comprend déjà la valeur des choses et aide sa mère comme elle le peut. Vous, à 40, 42 et 38 ans, pensez que le travail est en dessous de vous. Édouard traversa le salon en ruine, inspectant les dégâts.
Regardez ce que vous avez fait de la maison où votre mère et moi avons construit nos souvenirs les plus précieux. Vous l'avez transformé en décor pour une fête avec des inconnus. Papa, on peut arranger ça, tenta désespérément Richard. On peut recommencer, être de meilleurs enfants. Édouard s'arrêta et regarda Richard avec tristesse. Mon fils, vous êtes des gens dans la quarantaine. Si vous n'avez pas appris à être des êtres humains décents jusqu'à présent, la peur de perdre de l'argent ne va pas vraiment vous changer. Il commença à monter les escaliers vers sa chambre, mais s'arrêta à mi-chemin. Et vous avez jusqu'à demain matin pour partir, dit-il sans se retourner. Je laisserai 5 000 $ pour chacun de vous comme point de départ. Après ça, vous êtes seul. 5 000 $, hurla Patricia. Papa, ça ne couvre même pas une semaine de nos dépenses. Alors réduisez vos dépenses, répondit Édouard en continuant de monter. Sophia et Lucia vivent avec bien moins, et elles sont infiniment plus heureuses que vous. Dans sa chambre, Édouard ferma la porte à clé et s'assit sur le lit qu'il avait partagé avec sa femme pendant des décennies. Il prit sa photo sur la table de chevet et murmura « Marie, tu as toujours dit que je gâtais nos enfants. Tu avais raison, mais il est encore temps de faire ce qui est juste. Je vais honorer ta mémoire en aidant des gens qui le méritent vraiment. » Il prit le dessin de l'étoile de Sophia et le plaça à côté de la photo de sa femme, deux symboles du véritable amour qui le guideraient dans son nouveau voyage. En bas, il pouvait entendre ses enfants se disputer, crier, paniquer. Mais pour la première fois depuis des années, Édouard ne se précipita pas pour résoudre leurs problèmes avec de l'argent. Il était temps pour eux d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. La transformation douloureuse mais nécessaire avait commencé. L'aube du 1er janvier apporta un silence inhabituel au manoir d'Édouard. Pour la première fois depuis des décennies, il n'y avait pas de bruit d'enfants se disputant pour de l'argent, pas d'appels désespérés demandant une autre petite aide, pas de stress constant pour régler les problèmes qu'ils créaient avec leur irresponsabilité. Édouard se leva tôt, comme à son habitude, mais cette fois, il sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Pas la douleur physique de la crise cardiaque, mais une étrange sensation de légèreté mêlée de mélancolie. Il avait pris la décision la plus difficile de sa vie, et maintenant il devait vivre avec les conséquences. Il descendit au salon et trouva les clés de toutes les voitures qu'il finançait pour ses enfants disposées sur la table basse, ainsi que des cartes de crédit découpées et une note manuscrite de Richard. « Papa, nous espérons qu'un jour tu regretteras ce que tu nous as fait. Nous sommes tes enfants et c'est censé signifier quelque chose, mais comme cela ne signifie clairement plus rien pour toi, nous partons. Ne t'attends pas à ce que nous revenions mendier. Nous avons notre fierté. » Édouard lut la note et soupira. Même dans leur départ, ses enfants affichaient la même arrogance et la même incapacité à assumer la responsabilité de leurs actes. Il n'y avait pas un seul mot de remords, aucune reconnaissance de leurs erreurs, juste une autre tentative pour faire culpabiliser Édouard. Il froissa la note et la jeta à la poubelle, avec la dernière lueur d'espoir que ses enfants puissent changer sincèrement. Édouard passa la matinée à nettoyer la maison, enlevant les traces de la fête qui avaient profané ses souvenirs. Chaque verre brisé qu'il ramassait, chaque tache qu'il frottait renforçait sa conviction qu'il avait pris la bonne décision. Vers 10 heures du matin, le téléphone sonna. Édouard hésita avant de répondre, pensant que ce pourrait être l'un de ses enfants essayant une nouvelle tactique de manipulation, mais la voix à l'autre bout du fil était différente. C'était Lucia, la femme de ménage de l'hôpital. « Monsieur Morgan, je suis désolé de vous déranger un jour férié, mais Sophia n'arrête pas de parler de vous depuis que vous avez quitté l'hôpital. Elle était inquiète parce que vous aviez l'air si triste. » Édouard sentit son cœur se réchauffer. « Lucia, quelle gentillesse de votre part d'appeler. Comment s'est passé votre nouvel an ? » « Oh, monsieur, c'était simple. J'ai travaillé jusqu'à 23 heures. Puis nous sommes rentrés à la maison et avons regardé les feux d'artifice à la télévision. Sophia a fait un autre dessin pour vous, une étoile plus grande cette fois. Elle a dit que vous aviez besoin d'une chance supplémentaire pour être heureux. » Édouard sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. « Lucia, puis-je vous poser une question ? Avez-vous des projets pour aujourd'hui ? » ?»« Non, monsieur. C'est notre jour de congé. »« Pourquoi ? » ?»« J'aimerais vous inviter toutes les deux à déjeuner avec moi. J'ai une proposition qui pourrait changer vos deux vies. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Monsieur Morgan, c'est très gentil, mais je ne sais pas si ce serait approprié. Vous êtes un homme important, et nous ne sommes que... Vous êtes les deux personnes les plus importantes que j'ai rencontrées depuis des années, » l'interrompit Édouard. « S'il vous plaît, acceptez. J'ai besoin de vous parler. » 2 heures plus tard,
Édouard attendait anxieusement à sa porte d'entrée lorsqu'un taxi s'arrêta au portail. Sophia sauta la première de la voiture, vêtue d'une robe à fleurs simple mais propre, ses cheveux en tresses soignés. Lucia suivit, clairement nerveuse et mal à l'aise, portant ses meilleurs vêtements, un jean et un chemisier blanc qui, bien qu'humble, étaient impeccables. « Monsieur !» cria Sophia en courant vers Édouard. « J'ai apporté votre nouvelle étoile. Celle-ci est plus grande et plus jolie. » Édouard s'agenouilla pour recevoir l'étreinte spontanée de la fillette, ressentant une émotion qu'il avait oubliée. C'était cela, être aimé inconditionnellement, sans intérêt financier, juste pour ce qu'il était en tant que personne. « Sophia, quelle joie de te voir !» dit Édouard en acceptant le nouveau dessin. « Et cette étoile est vraiment plus belle que la première. » Lucia s'approcha timidement. « Monsieur Morgan, votre maison est magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que vous viviez dans un endroit comme celui-ci. » Lucia, bienvenue. Cette maison avait besoin de gens qui savent apprécier les bonnes choses de la vie sans rien prendre pour acquis. Édouard les conduisit à la salle à manger où il avait préparé un déjeuner spécial. Lucia regardait autour d'elle avec une admiration respectueuse, tandis que Sophia explorait tout avec la curiosité naturelle d'une enfant. « Monsieur, pourquoi votre maison est-elle si silencieuse ?» demanda Sophia. « Où est votre famille ?» Édouard sentit une pointe de douleur, mais aussi de soulagement. « Sophia, ma famille ? Eh bien, j'ai découvert que la vraie famille, ce n'est pas ceux avec qui on est, mais ceux qui choisissent de se tenir à nos côtés dans les moments difficiles. » Pendant le déjeuner, Édouard observa la dynamique entre la mère et la fille. Lucia coupait patiemment la nourriture de Sophia, lui apprenait à utiliser correctement les couverts et discutait avec elle de sujets adaptés à son âge. C'était une relation bâtie sur l'amour, le respect mutuel et un soin sincère. « Lucia, » dit Édouard après le dessert, « je dois vous dire quelque chose. Hier, j'ai pris une décision très importante concernant ma vie. » Il prit une profonde inspiration et leur raconta la découverte de l'ingratitude de ses enfants, sa décision de changer son testament et son désir d'aider des personnes qui méritaient vraiment une meilleure chance dans la vie. « Je veux créer un fonds en fiducie pour Sophia, » dit Édouard en observant l'expression choquée de Lucia. « Je veux m'assurer qu'elle reçoive la meilleure éducation possible, que vous n'ayez plus accumulé 3 emplois, que vous ayez toutes les deux la sécurité financière pour toujours. » Lucia se mit à pleurer silencieusement. « Monsieur Morgan, c'est impossible. Pourquoi feriez-vous une chose pareille pour nous ? Parce qu'en 2 jours, vous m'avez appris plus sur la famille que ce que j'ai appris en 70 ans, répondit sincèrement Édouard. Sophia m'a montré que le véritable amour ne peut être acheté, seulement offert. Vous m'avez montré que la dignité ne vient pas de l'argent, mais du caractère. » Sophia, qui avait écouté attentivement, se leva de sa chaise et courut serrer Édouard dans ses bras. « Monsieur, est-ce que ça veut dire que vous allez être comme un grand-père pour moi ?» Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes de joie. « Si ta mère et toi me le permettez, ce serait le plus grand honneur de ma vie. » Pour la première fois depuis des années, Édouard Morgan avait l'impression de faire partie d'une vraie famille. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Édouard avait pris les décisions qui avaient changé sa vie pour toujours. Lucia avait accepté à contre-cœur de quitter 2 de ses 3 emplois, ne gardant que son service à l'hôpital pour ne pas se sentir complètement dépendante de la générosité d'Édouard. Sophia était radieuse à la perspective de fréquenter une école privée le semestre suivant et avait rempli la chambre d'amis du manoir de ses dessins d'étoiles. Édouard se sentait plus léger et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Il se réveillait chaque matin impatient de voir Sophia jouer dans le jardin et de parler avec Lucia des projets pour l'avenir de la fillette. Pour la première fois, il construisait des relations basées sur une affection sincère, et non sur une dépendance financière. C'est un lundi après-midi, le 14 janvier, qu'Édouard reçut un appel qui allait de nouveau faire s'effondrer son monde. C'était Maître Vance, son avocat, avec une urgence dans la voix qu'Édouard n'avait jamais entendue auparavant. « Édouard, il faut que vous veniez à mon bureau immédiatement, » dit Maître Vance. « Vos enfants, eh bien, ils ont engagé un cabinet d'avocats et intentent une action en justice contre vous. » « Quel genre d'action ?» demanda Édouard, l'estomac se nouant. « Ils contestent votre capacité mentale, affirmant que vous avez subi des changements psychologiques après la crise cardiaque et que vous êtes manipulé par des tiers intéressés par votre fortune. » Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. « Ils disent que je suis fou ? » Pire que ça, Édouard. Ils allèguent que Lucia et Sophia sont des opportunistes qui ont profité de votre vulnérabilité émotionnelle pour en tirer un bénéfice financier.
Ils demandent l'annulation de toutes les modifications du testament et veulent déposer une demande de mise sous tutelle pour prendre le contrôle de vos biens. 1 heure plus tard, Édouard se trouvait dans le bureau de son avocat, lisant les documents que ses propres enfants avaient déposés contre lui. Chaque ligne était un coup de poignard dans son cœur déjà blessé. Selon la requête, expliqua Maître Vance, vos enfants prétendent que vous avez toujours été un père généreux et aimant, qu'ils ont toujours rendu votre amour de manière appropriée, et qu'après la crise cardiaque, vous avez développé un état de paranoïa et de ressentiment irrationnel. Édouard lut à haute voix une partie du document qui l'indigna particulièrement. Le requérant présente un comportement erratique et des décisions financières illogiques, influencées par des individus opportunistes qui ont profité de son état fragile pour un gain économique indu. Il dépeigne Lucia et Sophia comme des profiteuses manipulatrices, murmura Édouard avec colère. Une enfant de 7 ans et une femme travailleuse qui accepte à peine l'aide sans essayer de la rembourser d'une manière ou d'une autre. Il y a plus, dit Maître Vance avec hésitation. Ils ont engagé un détective privé pour enquêter sur la vie de Lucia. Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent utiliser pour la discréditer. Édouard se leva, arpentant nerveusement le bureau. Arthur, y a-t-il quelque chose qu'il pourrait trouver sur Lucia qui pourrait lui nuire? Édouard, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils sont prêts à détruire la réputation d'une femme innocente et à traumatiser une enfant pour mettre la main sur votre argent. À ce moment, le téléphone portable d'Édouard sonna. C'était Lucia, sa voix tremblante de peur et de confusion. Monsieur Morgan, il y a des gens étranges qui posent des questions sur moi dans le quartier, à l'hôpital, à l'école de Sophia. Ils disent qu'ils sont des avocats et veulent savoir des choses sur ma vie, sur ma relation avec vous. Sophia a peur. Édouard ferma les yeux très fort. Ses enfants ne l'attaquaient pas seulement lui, mais ils terrorisaient aussi 2 personnes innocentes qui ne lui avaient montré que de la gentillesse et de l'affection. Lucia, rentrez à la maison immédiatement. Je vais tout vous expliquer et nous allons gérer ça. Quand Lucia et Sophia arrivèrent au manoir 1 heure plus tard, Édouard pouvait voir la peur dans leurs 2 regards. Sophia se cachait derrière sa mère, clairement confuse et effrayée par la situation. Monsieur Morgan, dit Lucia d'une voix tremblante, que se passe-t-il? Pourquoi ces gens posent-ils des questions sur nous? Avons-nous fait quelque chose de mal? Édouard s'agenouilla devant Sophia, qui était visiblement bouleversée. Ma chérie, ta mère et toi n'avez rien fait de mal. Des gens cruels essaient de vous causer des problèmes parce qu'ils n'aiment pas que je vous aime comme ma famille. Ce sont vos enfants, n'est-ce pas? Demanda Sophia avec la perception surprenante d'une enfant. Ils n'aiment pas que vous ayez une nouvelle famille. Édouard hocha tristement la tête. Ils sont en colère parce qu'ils ont découvert que la vraie famille ne s'achète pas avec de l'argent. Lucia s'assit lourdement sur le canapé. Monsieur Morgan, peut-être vaut-il mieux que nous quittions votre vie. Nous ne voulons pas vous causer de problèmes. Non, dit fermement Édouard. Lucia, vous 2 êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Je ne laisserai pas 3 personnes égoïstes et cruelles détruire notre famille. Mais monsieur, ce sont vos enfants de sang, dit Lucia. Je n'ai pas le droit de me mettre entre vous. Édouard prit les mains de Lucia dans les siennes. Lucia, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix, d'amour, de soins mutuels. Mes enfants biologiques m'ont abandonné quand j'en avais le plus besoin. Vous 2 m'avez accueilli sans rien demander en retour. Sophia s'approcha et prit la main libre d'Édouard. Monsieur, je ne veux pas que vous soyez à nouveau triste. Si vos méchants enfants font de mauvaises choses, nous devons juste être plus forts qu'eux. Édouard regarda la courageuse petite fille et sentit une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Sophia avait raison. Il devait être plus fort que la cruauté de ses enfants biologiques. Me faites-vous confiance? Demanda Édouard. Nous vous faisons confiance, répondirent la mère et la fille à l'unisson. Alors préparez-vous, car nous nous dirigeons vers une bataille. Mais nous la mènerons ensemble, en tant que vraie famille, et nous allons montrer à tout le monde la différence entre l'amour acheté et l'amour véritable. Édouard savait que la guerre ne faisait que commencer. Mais pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose qui valait vraiment la peine d'être défendu, une famille qu'il aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. L'audience était fixée au 20 janvier dans une salle du principal palais de justice de la ville. Édouard avait passé les derniers jours à préparer sa défense avec Maître Vance, mais il savait que la bataille serait bien plus émotionnelle que juridique. Ses enfants avaient engagé l'un des cabinets d'avocats les plus renommés de la ville et étaient clairement prêts à tout pour reprendre le contrôle de son héritage.
Le matin de l'audience, Édouard revêtit son plus beau costume, mais demanda à Lucia et Sofia de rester à la maison pour éviter toute détresse. La petite fille avait été très secouée par les visites de l'enquêteur, et Édouard ne voulait pas l'exposer à l'environnement hostile d'une salle d'audience. « Monsieur Morgan » dit Sofia alors qu'il partait, lui tendant un autre dessin d'étoile. « C'est une étoile porte-bonheur spéciale. Je lui ai demandé de vous aider à gagner contre les méchants enfants et pour que notre famille reste ensemble. » Édouard glissa le dessin dans la poche intérieure de sa veste, juste à côté de son cœur. « Merci, ma chérie. Je porterai ton étoile avec moi. » La salle d'audience était comble. D'un côté, Édouard était assis avec Maître Vance. De l'autre, Richard, Patricia et Camille, accompagnés de 3 avocats en costume coûteux. Édouard regarda ses enfants et ressentit un mélange de tristesse et d'indignation. Ils avaient l'air confiants, presque arrogants, comme s'ils avaient déjà gagné. Le juge, Robert Mendoza, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, commença l'audience en expliquant qu'il allait examiner la capacité mentale d'Édouard et la validité des récentes modifications du testament. L'avocat des enfants, maître Maurice Brand, présenta ses arguments en premier. C'était un homme éloquent et persuasif qui dépeignit Édouard comme un homme âgé affaibli par une crise cardiaque, influencé par des personnes opportunistes qui avaient profité de sa vulnérabilité émotionnelle. « Votre honneur, » dit maître Brand, « Monsieur Édouard Morgan a toujours été un père dévoué et généreux. Ses enfants, Richard, Patricia et Camille, ont toujours rendu cet amour avec affection et respect. Après sa crise cardiaque, cependant, le défendeur a développé un état de paranoïa et de ressentiment injustifié envers ses propres enfants. » Édouard sentit la colère monter en lui en écoutant les mensonges présentés comme des vérités. « Encore plus grave, » continua l'avocat, « est l'influence de tiers intéressés par sa fortune. Une femme de ménage et sa fille ont réussi, en quelques jours, à convaincre un homme confus de modifier complètement son testament en leur faveur. » Quand ce fut au tour de Richard de témoigner, Édouard reconnut à peine son fils. Richard parla avec des larmes dans les yeux de la façon dont il avait toujours aimé son père, de sa gratitude pour tout ce qu'il avait reçu et de son inquiétude pour l'état mental de son père. « Votre honneur, » dit Richard d'une voix étranglée, « mon père a toujours été notre héros. Il ne nous a jamais rien refusé parce qu'il nous aimait. Maintenant, des personnes malveillantes profitent de lui. Il est de notre devoir, en tant que ses enfants, de le protéger, même s'il ne le comprend pas pour le moment. » Édouard regarda la performance avec incrédulité. Richard jouait le rôle du fils aimant et inquiet avec une aisance effrayante. Si Édouard ne connaissait pas la vérité, même lui aurait pu croire à la comédie. Patricia et Camille suivirent le même scénario, pleurant et parlant de l'amour qu'elles avaient toujours ressenti pour leur père, de leur inquiétude pour son état mental et de la nécessité de le protéger des personnes opportunistes. Quand ce fut au tour d'Édouard de se défendre, il se leva lentement. Il savait que c'était le moment le plus important de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'héritage. Il s'agissait de définir ce que signifiait vraiment la famille. « Votre honneur, » commença Édouard, la voix ferme. « Mes enfants mentent et ils savent qu'ils mentent. » Il sortit son téléphone portable de sa poche et le montra au juge. « J'ai ici les publications que mes enfants ont faites sur les réseaux sociaux pendant que j'étais à l'hôpital avec une crise cardiaque. Richard a posté des photos de lui faisant la fête sur mon yacht. Patricia a posté des photos d'une fête dans ma propriété de campagne. Camille dépensait mon argent à Londres. » Édouard montra les images au juge, qui les analysa avec une attention croissante. « Mes enfants dépensaient mon argent en fêtes et en voyages. Quand l'infirmière les a appelés, Richard a dit que je pouvais attendre parce qu'il avait des choses plus importantes à faire. » Les enfants se regardèrent nerveusement. Ils ne s'attendaient manifestement pas à ce qu'Édouard ait cette preuve. « Votre honneur, » continua Édouard, « pendant 70 ans, j'ai confondu la générosité avec l'amour. J'ai donné à mes enfants tout ce que l'argent pouvait acheter, mais je n'ai jamais exigé d'eux la responsabilité, la gratitude ou le caractère. J'ai élevé 3 adultes qui ne me voient que comme une ressource financière. » Édouard sortit le dessin de Sofia de sa poche. Cette étoile a été faite par une fillette de 7 ans qui me connaît à peine, mais qui s'est inquiétée en me voyant triste. En 2 jours, Sofia et sa mère, Lucia, m'ont montré plus d'amour sincère que mes enfants biologiques en des décennies. Le juge regarda le simple dessin avec intérêt. « Votre honneur, je ne suis pas fou. Je suis lucide pour la première fois depuis des années. J'ai découvert que la vraie famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Je choisis Sofia et Lucia comme ma famille parce qu'elles m'ont choisi quand j'en avais le plus besoin.
Édouard se tourna pour regarder ses enfants droit dans les yeux. « Richard, Patricia, Camille, vous avez eu toute votre vie pour apprendre à m'aimer vraiment. Vous avez choisi de ne me voir que comme une banque. Maintenant, vous devrez apprendre à vivre sans mon argent. » Le silence dans la salle était absolu. Le juge passa quelques minutes à examiner les documents et les preuves présentées. « Monsieur Morgan, dit finalement le juge, êtes-vous absolument certain de vos décisions? » « Je le suis, votre honneur, et je ne demande qu'une chose, que Sophia et Lucia soient protégées de toute représailles. Elles sont innocentes dans cette situation. » Le juge se retira dans son bureau pour délibérer, laissant les deux familles, la biologique et la choisie, attendre le verdict qui définirait l'avenir de tous. Après 2 heures de délibération, le juge Robert Mendoza retourna dans la salle d'audience. Son visage sérieux ne donnait aucun indice sur sa décision, mais Édouard pouvait sentir que le juge avait soigneusement pesé toutes les preuves. Après un examen approfondi des faits et des preuves présentées, commença le juge, je dois annoncer ma décision concernant la capacité mentale de M. Édouard Morgan et la validité de ses dispositions testamentaires. Le silence dans la salle était absolu. Le cœur d'Édouard battait la chamade, non de peur, mais d'espoir. Il savait qu'il avait dit la vérité et que les preuves étaient de son côté. Premièrement, continua le juge, concernant l'allégation d'incapacité mentale. Après examen des rapports médicaux, des preuves présentées et du témoignage du défendeur lui-même, je constate que M. Édouard Morgan est en pleine possession de ses facultés mentales. La crise cardiaque n'a pas affecté sa capacité de raisonner, de juger ou de prendre des décisions. Richard, Patricia et Camille échangèrent des regards de plus en plus inquiets. Quant aux allégations de manipulation par des tiers, poursuivit le juge, les preuves démontrent l'exact contraire de ce que les requérants ont affirmé. Les publications sur les réseaux sociaux présentées par M. Morgan prouvent que ses enfants biologiques ont montré un mépris total pour son état de santé, préférant poursuivre leurs activités de loisirs plutôt que de soutenir leur père pendant sa convalescence. Le juge fit une pause, regardant directement les 3 enfants. Il prit sa photo sur la table de chevet et murmura, « Marie, tu as toujours dit que je gâtais nos enfants. Tu avais raison, mais il est encore temps de faire ce qui est juste. Je vais honorer ta mémoire en aidant des gens qui le méritent vraiment. » Il prit le dessin de l'étoile de Sophia et le plaça à côté de la photo de sa femme, 2 symboles du véritable amour qui le guideraient dans son nouveau voyage. En bas, il pouvait entendre ses enfants se disputer, crier, paniquer. Mais pour la première fois depuis des années, Édouard ne se précipita pas pour résoudre leurs problèmes avec de l'argent. Il était temps pour eux d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. La transformation douloureuse mais nécessaire avait commencé. L'aube du 1er janvier apporta un silence inhabituel au manoir d'Édouard. Pour la première fois depuis des décennies, il n'y avait pas de bruit d'enfants se disputant pour de l'argent, pas d'appels désespérés demandant une autre petite aide, pas de stress constant pour régler les problèmes qu'ils créaient avec leur irresponsabilité. Édouard se leva tôt, comme à son habitude, mais cette fois, il sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Pas la douleur physique de la crise cardiaque, mais une étrange sensation de légèreté mêlée de mélancolie. Il avait pris la décision la plus difficile de sa vie, et maintenant il devait vivre avec les conséquences. Il descendit au salon et trouva les clés de toutes les voitures qu'il finançait pour ses enfants disposées sur la table basse, ainsi que des cartes de crédit découpées et une note manuscrite de Richard. « Papa, nous espérons qu'un jour tu regretteras ce que tu nous as fait. Nous sommes tes enfants et c'est censé signifier quelque chose. Mais comme cela ne signifie clairement plus rien pour toi, nous partons. Ne t'attends pas à ce que nous revenions mendier. Nous avons notre fierté. » Édouard lut la note et soupira. Même dans leur départ, ses enfants affichaient la même arrogance et la même incapacité à assumer la responsabilité de leurs actes. Il n'y avait pas un seul mot de remords, aucune reconnaissance de leurs erreurs, juste une autre tentative pour faire culpabiliser Édouard. Il froissa la note et la jeta à la poubelle, avec la dernière lueur d'espoir que ses enfants puissent changer sincèrement. Édouard passa la matinée à nettoyer la maison, enlevant les traces de la fête qui avaient profané ses souvenirs. Chaque verre brisé qu'il ramassait, chaque tache qu'il frottait renforçait sa conviction qu'il avait pris la bonne décision. Vers 10 heures du matin, le téléphone sonna. Édouard hésita avant de répondre, pensant que ce pourrait être l'un de ses enfants essayant une nouvelle tactique de manipulation, mais la voix à l'autre bout du fil était différente. C'était Lucia, la femme de ménage de l'hôpital. « Monsieur Morgan, je suis désolé de vous déranger un jour férié, mais Sophia n'arrête pas de parler de vous depuis que vous avez quitté l'hôpital. Elle était inquiète parce que vous aviez l'air si triste. » Édouard sentit son cœur se réchauffer.
Lucia, quelle gentillesse de votre part d'appeler. Comment s'est passé votre nouvel an? Oh, monsieur, c'était simple. J'ai travaillé jusqu'à 23 heures. Puis nous sommes rentrés à la maison et avons regardé les feux d'artifice à la télévision. Sophia a fait un autre dessin pour vous, une étoile plus grande cette fois. Elle a dit que vous aviez besoin d'une chance supplémentaire pour être heureux. Édouard sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. Lucia, puis-je vous poser une question? Avez-vous des projets pour aujourd'hui? Non, monsieur. C'est notre jour de congé. Pourquoi? J'aimerais vous inviter toutes les deux à déjeuner avec moi. J'ai une proposition qui pourrait changer vos deux vies. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Monsieur Morgan, c'est très gentil, mais je ne sais pas si ce serait approprié. Vous êtes un homme important, et nous ne sommes que... Vous êtes les deux personnes les plus importantes que j'ai rencontrées depuis des années, l'interrompit Édouard. S'il vous plaît, acceptez. J'ai besoin de vous parler. 2 heures plus tard, Édouard attendait anxieusement à sa porte d'entrée lorsqu'un taxi s'arrêta au portail. Sophia sauta la première de la voiture, vêtue d'une robe à fleurs simple mais propre, ses cheveux en tresse soignés. Lucia suivit, clairement nerveuse et mal à l'aise, portant ses meilleurs vêtements, un jean et un chemisier blanc qui, bien qu'humble, étaient impeccables. « Monsieur !» cria Sophia en courant vers Édouard. « J'ai apporté votre nouvelle étoile. Celle-ci est plus grande et plus jolie. » Édouard s'agenouilla pour recevoir l'étreinte spontanée de la fillette, ressentant une émotion qu'il avait oubliée. C'était cela, être aimé inconditionnellement, sans intérêt financier, juste pour ce qu'il était en tant que personne. « Sophia, quelle joie de te voir !» dit Édouard en acceptant le nouveau dessin. « Et cette étoile est vraiment plus belle que la première. » Lucia s'approcha timidement. « Monsieur Morgan, votre maison est magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que vous viviez dans un endroit comme celui-ci. » Lucia, bienvenue. Cette maison avait besoin de gens qui savent apprécier les bonnes choses de la vie sans rien prendre pour acquis. Édouard les conduisit à la salle à manger où il avait préparé un déjeuner spécial. Lucia regardait autour d'elle avec une admiration respectueuse, tandis que Sophia explorait tout avec la curiosité naturelle d'une enfant. « Monsieur, pourquoi votre maison est-elle si silencieuse ?» demanda Sophia. « Où est votre famille ?» Édouard sentit une pointe de douleur, mais aussi de soulagement. « Sophia, ma famille ? Eh bien, j'ai découvert que la vraie famille, ce n'est pas ceux avec qui on est, mais ceux qui choisissent de se tenir à nos côtés dans les moments difficiles. » Pendant le déjeuner, Édouard observa la dynamique entre la mère et la fille. Lucia coupait patiemment la nourriture de Sophia, lui apprenait à utiliser correctement les couverts et discutait avec elle de sujets adaptés à son âge. C'était une relation bâtie sur l'amour, le respect mutuel et un soin sincère. « Lucia, » dit Édouard après le dessert, « je dois vous dire quelque chose. Hier, j'ai pris une décision très importante concernant ma vie. » Il prit une profonde inspiration et leur raconta la découverte de l'ingratitude de ses enfants, sa décision de changer son testament et son désir d'aider des personnes qui méritaient vraiment une meilleure chance dans la vie. « Je veux créer un fonds en fiducie pour Sophia, » dit Édouard en observant l'expression choquée de Lucia. « Je veux m'assurer qu'elle reçoive la meilleure éducation possible, que vous n'ayez plus à cumuler 3 emplois, que vous ayez toutes les deux la sécurité financière pour toujours. » Lucia se mit à pleurer silencieusement. « Monsieur Morgan, c'est impossible. Pourquoi feriez-vous une chose pareille pour nous? Parce qu'en 2 jours, vous m'avez appris plus sur la famille que ce que j'ai appris en 70 ans, répondit sincèrement Édouard. Sophia m'a montré que le véritable amour ne peut être acheté, seulement offert. Vous m'avez montré que la dignité ne vient pas de l'argent, mais du caractère. » Sophia, qui avait écouté attentivement, se leva de sa chaise et courut serrer Édouard dans ses bras. « Monsieur, est-ce que ça veut dire que vous allez être comme un grand-père pour moi? » Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes de joie. Encore plus graves sont les relevés bancaires montrant des dépenses excessives et irresponsables de la part des requérants, toutes financées par M. Morgan pendant des décennies. Les documents prouvent un schéma de dépendance financière totale et un manque d'affection réciproque. Édouard sentit une vague de soulagement, mais garda son sang-froid. D'autre part, continua le juge, je ne trouve aucune preuve que Madame Lucia et Sophia aient sollicité, suggéré ou manipulé M. Morgan pour obtenir des avantages financiers. Au contraire, les témoignages indiquent qu'elles ont initialement résisté à ces offres d'aide. Maître Brand, l'avocat des enfants, tenta de parler, mais le juge le fit taire d'un geste. Par conséquent,
dit le juge d'une voix ferme, je juge la demande de mise sous tutelle sans fondement, et je déclare valide toutes les modifications testamentaires faites par M. Edward Morgan. Le défendeur est pleinement capable de gérer ses biens et de prendre des décisions concernant son héritage. Edward ferma les yeux un instant, ressentant une immense gratitude. La justice avait prévalu. De plus, ajouta le juge, j'ordonne au requérant de payer tous les frais de justice et de cesser immédiatement toute enquête ou harcèlement à l'encontre de Madame Lucia et de Sophia, sous peine d'être tenu pour outrage au tribunal pour harcèlement judiciaire. Richard se leva brusquement, incapable de maintenir plus longtemps la façade du fils aimant. C'est absurde. Ce vieux fou est manipulé par une paire de profiteuses. Silence, ordonna le juge. Monsieur Morgan, votre réaction ne fait que confirmer ma décision. Un fils sincèrement préoccupé par le bien-être de son père respecterait ses choix, même s'il n'était pas d'accord avec eux. Patricia se mit à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de colère et de frustration d'avoir perdu l'accès à l'héritage. Papa, dit désespérément Camille, tu vas le regretter. Quand ces gens montreront leur vrai visage, il sera trop tard. Édouard se leva et regarda ses 3 enfants avec un mélange de tristesse et de détermination. Mes enfants, dit-il calmement, vous avez eu toute votre vie pour me montrer votre vrai visage. Il est déjà trop tard pour moi, mais pas pour vous. Vous pouvez encore apprendre à être de meilleures personnes, à construire des relations basées sur l'amour et le respect, et non sur l'intérêt financier. On n'a pas besoin de tes leçons, cria Richard. Et tu verras, ces gens t'abandonneront dès que l'argent s'épuisera. Édouard sourit tristement. Richard, s'ils le font, ils m'auront quand même donné plus de joie en quelques semaines que vous en des décennies. Au moins, j'aurai expérimenté ce que c'est que d'être aimé pour qui je suis, et non pour ce que j'ai. Les 3 enfants quittèrent la salle d'audience en silence, suivis par leurs avocats défaits. Édouard savait qu'il ne les reverrait probablement jamais, mais il se sentait en paix avec cette possibilité. Maître Vance serra la main d'Édouard avec satisfaction. Édouard, vous avez été courageux. Ça n'a pas dû être facile d'affronter vos propres enfants comme ça. Arthur, répondit Édouard, pour la première fois de ma vie, je me suis battu pour quelque chose qui en valait vraiment la peine, une famille construite sur un amour véritable. Quand Édouard rentra chez lui, il trouva Lucia et Sophia attendant anxieusement dans le salon. Sophia courut le serrer dans ses bras dès qu'il entra. Alors, monsieur, l'étoile a-t-elle fonctionné? Édouard souleva la petite fille et sourit. Elle a parfaitement fonctionné, ma chérie. Notre famille est en sécurité. Lucia se mit à pleurer de soulagement. Monsieur Morgan, j'avais si peur. Vous n'avez plus à avoir peur de rien, dit Édouard en les embrassant toutes les deux. Maintenant, nous sommes officiellement une famille, reconnue même par les tribunaux. Sophia applaudit de joie. Je peux vous appeler Papy Édouard maintenant? Ce serait le plus grand honneur de ma vie, répondit Édouard, sentant qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Édouard dormit avec la conscience tranquille. Il avait perdu 3 enfants qui ne l'avaient jamais vraiment aimé, mais il avait gagné une famille qu'il avait choisie pour aucune autre raison que l'amour pur et authentique. La bataille était terminée, et l'amour véritable avait gagné. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience qui avait définitivement changé la vie d'Édouard. C'était un matin ensoleillé de juillet lorsqu'il se réveilla au son de rire provenant du jardin. Par la fenêtre, il observa Sophia jouer avec une poupée qu'il lui avait achetée. Pas une poupée de créateur coûteuse, mais une poupée simple et colorée que la fillette avait choisie elle-même dans un magasin de jouets de quartier. Le manoir avait été vendu. Édouard vivait maintenant dans une maison confortable mais beaucoup plus simple, dans le même quartier où Lucia et Sophia avaient vécu auparavant. C'était une maison de 3 chambres avec un petit jardin bien entretenu et une cuisine. Chaque matin, Lucia préparait le petit déjeuner pour leur famille choisie. Édouard descendit à la cuisine et trouva Lucia en train de faire des crêpes, une tradition qu'ils avaient établie le dimanche. Elle portait un simple tablier et fredonnait une chanson que Sophia avait apprise dans sa nouvelle école, une bonne école privée mais sans ostentation, où la fillette s'épanouissait tant sur le plan scolaire que social. « Bonjour, Lucia », dit Édouard en embrassant le front de la femme qui était devenue bien plus qu'une aide-soignante. Elle était devenue sa compagne de vie, sa coparente dans l'éducation de Sophia, sa vraie famille. « Bonjour, Édouard », répondit-elle avec le sourire chaleureux qu'il avait appris à aimer. Sophia est excitée de te raconter les nouvelles de l'école. Il semble qu'elle ait été choisie pour créer un dessin pour représenter sa classe à la foire des sciences. Édouard sourit.
Sofia avait découvert un talent naturel pour le dessin qui allait bien au-delà des étoiles en papier. Ses créations ornaient désormais les murs de la maison, des rappels constants que les cadeaux les plus précieux de la vie n'avaient pas de prix. « Et comment te sens-tu » demanda Lucia, observant Édouard avec l'attention bienveillante qu'elle lui montrait toujours. « Aujourd'hui marque exactement 6 mois depuis que j'ai pris la meilleure décision de ma vie, compléta Édouard en la serrant par la taille. Lucia, as-tu jamais regretté d'avoir accepté de faire partie de cette famille folle ? Lucia rit, posant sa tête sur son épaule. Édouard, tu as transformé nos vies. Sofia a des opportunités que je n'aurais jamais pu lui donner seule, et je peux travailler à temps partiel et avoir encore du temps pour ma famille. Mais sais-tu ce qui est le plus important ? Quoi ? Sofia a une figure paternelle, un grand-père, un homme qui l'aime vraiment et qui lui enseigne des valeurs qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Juste à ce moment, Sofia entra en courant dans la cuisine, tenant une enveloppe colorée. Papy Édouard, maman Lucia. Une lettre de l'école est arrivée. Édouard et Lucia échangèrent des regards amusés. Sofia avait naturellement commencé à appeler Lucia maman et Édouard papy. Et ces simples mots avaient plus de valeur que tous les titres et distinctions qu'Édouard avait reçus dans sa carrière d'homme d'affaires. « Que dit la lettre, ma chérie ?» demanda Édouard en soulevant Sofia dans ses bras. « Moi, la maîtresse a écrit que j'étais la meilleure élève du semestre en art et que mon dessin sur la famille va être exposé dans le hall principal de l'école. » Édouard sentit ses yeux s'embuer de larmes de fierté. « Et de quoi parle ton dessin sur la famille ?» Sofia sourit avec la joie innocente qui était devenue la lumière de la vie d'Édouard. « C'est sur nous trois. Je t'ai dessiné, toi, moi et maman Lucia dans notre maison avec beaucoup d'étoiles dans le ciel. Parce que les étoiles, c'est pour faire des vœux pour de bonnes choses. »« Et quel vœu as-tu fait ?» demanda Lucia en caressant les cheveux de la fillette. « J'ai souhaité que notre famille reste ensemble pour toujours, et que papy Édouard ne soit plus jamais triste comme ce jour-là à l'hôpital. » Édouard serra fort Sofia dans ses bras, ressentant une émotion qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Cet enfant avait non seulement sauvé sa vie émotionnelle, mais lui avait aussi appris le vrai sens de l'héritage. Plus tard, pendant le déjeuner du dimanche qui était devenu une tradition sacrée, Édouard observa sa petite famille et réfléchit au voyage qui les avait menés là. Il avait perdu une fortune, un manoir, 3 enfants biologiques et le style de vie luxueux qu'il avait maintenu pendant des décennies. En retour, il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, un amour véritable, un but dans la vie et la certitude qu'il faisait une différence dans la vie des personnes qui comptaient vraiment. « Vous savez, » dit Édouard, interrompant la conversation animée entre Lucia et Sofia sur les projets pour les vacances scolaires. « J'ai une confession à faire. » Les deux le regardèrent curieusement. « Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à mes erreurs en tant que père. J'ai réalisé que toute ma vie, j'ai confondu offrir des cadeaux avec offrir de l'amour, la générosité financière avec la générosité du cœur. » Édouard prit les mains de Lucia et de Sofia. « Mais vous deux m'avez appris que le véritable héritage que nous pouvons laisser à ceux que nous aimons ne se trouve pas dans l'argent ou les biens. Il se trouve dans l'amour que nous plantons dans leur cœur, les souvenirs heureux que nous créons ensemble, les valeurs que nous transmettons. » Sofia pencha la tête, pensive. « Papy, est-ce que ça veut dire que quand je serai grande, je me souviendrai toujours à quel point tu m'as aimé ? » Exactement, ma chérie. Et j'espère que tu apprendras à tes propres enfants que la vraie famille, ce n'est pas une question de sang ou d'argent. C'est choisir de s'aimer et de prendre soin les uns des autres, chaque jour. Lucia serra la main d'Édouard. « Édouard, tu ne nous as pas seulement donné une nouvelle vie. Tu en as gagné une aussi. Regarde juste comment tu as changé. Plus léger, plus heureux, plus humain. » Édouard sourit en se souvenant de l'homme seul et amer qui s'était effondré dans le centre commercial en ce froid après-midi de décembre. Cet homme était symboliquement mort sur le sol en marbre, et à sa place était né quelqu'un qui comprenait enfin ce qui comptait vraiment dans la vie. « Savez-vous ce que je souhaite pour l'avenir ?» demanda Édouard en jetant un coup d'œil au dessin de Sofia collé sur le réfrigérateur, une nouvelle étoile plus élaborée représentant les trois comme une famille unie. « Quoi ?» demandèrent la mère et la fille à l'unisson. « Je souhaite que notre histoire inspire d'autres personnes à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour trouver une vraie famille, et jamais trop tard pour découvrir que l'amour ne s'achète pas. Il ne peut qu'être offert. » Cet après-midi-là, tandis que Sofia dessinait d'autres étoiles dans le jardin et que Lucia lisait un livre sur le porche, Édouard s'assit dans son fauteuil préféré, non plus celui en cuir italien du manoir, mais un simple fauteuil en tissu que Lucia avait choisi pour s'accorder avec le décor chaleureux de leur nouvelle maison.
Il regarda le dessin de la première étoile que Sophia lui avait faite à l'hôpital, maintenant encadrée et accrochée au mur principal du salon. Cette simple étoile, faite au crayon sur du papier recyclé, valait plus que toutes les œuvres d'art coûteuses qu'il avait autrefois possédées. Édouard ferma les yeux et fit un dernier vœu à l'étoile. Que chaque parent au monde comprenne que le plus grand cadeau qu'il puisse faire à ses enfants n'est pas un compte en banque bien rempli, mais un cœur plein d'amour véritable et inconditionnel. Quand il rouvrit les yeux, il vit Sophia courir vers lui avec une autre étoile en papier, et il sut que son vœu était déjà en train de se réaliser. Après tout, il élevait une nouvelle génération, une fille qui grandirait en sachant qu'une vraie famille se construit avec de l'amour, pas avec de l'argent. L'histoire d'Edward Morgan s'était terminée comme un vrai conte de fées, non pas avec des richesses et des châteaux, mais avec de l'amour, une famille et la certitude qu'il avait trouvé le trésor le plus précieux de tous, un foyer où il était aimé pour qui il était, et non pour ce qu'il possédait.